Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la guerre. Emmanuel Macron en est certain, il nous faut un parapluie nucléaire européen, plus d'armes, plus de budget pour la défense. Les sénateurs sont d'ailleurs d'accord avec lui et ils ont voté fin janvier un budget en hausse de plus de 3 milliards d'euros pour la défense. La culture, elle, devra faire avec 50 millions d'euros de moins. Une nouvelle ère alors? C'est surtout un fond de l'air qui sent le kérosène d'avion de chasse. 40 ans de guerre, on ressort les symboles patriotiques, les drapeaux, la défense de la nation, les bases militaires et surtout les discours au ton grave. Derrière les drapeaux, il y a le Parlement et au Parlement, eh bien, on vote des lois budgétaires sans aucun débat, des lois d'ailleurs qui dépouillent les services publics, des lois à haut potentiel liberticide aussi, comme la loi narcotrafic discutée en ce moment. Alors doit-on s'inquiéter d'une accélération de la criminalisation des militants, des militantes, des activistes et même des journalistes? Sommes-nous entrés en effet dans une nouvelle ère, celle d'un combat pour défendre les libertés individuelles et collectives? On va tirer le fil de cette question parmi les chevaux très complexes de tous les enjeux de cette nouvelle donne internationale dans ce quatrième épisode de Penser les luttes, le podcast de Radio Parleur en partenariat avec le Média. Pour discuter de cette question épineuse, nous recevons aujourd'hui Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales et auteur de nombreux ouvrages assez indispensables si on veut comprendre la généalogie des violences policières, notamment ces généalogies militaires et coloniales. Bonjour Mathieu Rigouste. Bonjour. Je mentionne dès le début de cette émission que vous allez publier un livre le 18 avril prochain aux éditions La Fabrique qui s'appelle La guerre globale contre les peuples, mécaniques impériales de l'ordre sécuritaire. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots comme ça en avant-première? C'est une tentative de confronter les hypothèses de mon travail de recherche sur la société française avec euh, à travers une analyse comparée, connectée, globale sur la longue durée des impérialismes britanniques, états-uniens, et puis en fait des formes de pouvoir, de guerre, de surveillance, d'enfermement, de contrôle à travers le temps et autour de la planète. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas que ce soit exhaustif, mais c'est de regarder à travers une multiplicité de situations euh, ce qui diffère, mais aussi ce qui est similaire et d'essayer d'en dégager une mécanique, un modèle, de comprendre ce qui structure les schémas de domination contemporains et notamment de voir un peu que la guerre, le contrôle, la surveillance appartiennent à une même mécanique qui réside au cœur de la modernité capitaliste. On va d'ailleurs en reparler aussi pendant cette émission et on reparlera de votre livre au moment de sa sortie sur Radio Parleur. À vos côtés, enfin virtuellement, à distance, Gwendoline Delbos-Corfield, vous êtes désormais ex-députée européenne. Vous l'étiez pour Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2024, c'est-à-dire hier, on va dire, dans le temps politique. Et à l'époque où vous étiez députée européenne, vous étiez l'autrice d'un rapport sur les libertés publiques en Hongrie, un rapport dont on va longuement parler aujourd'hui, puisque ce rapport a donné lieu à un vote du Parlement européen en 2022. Mais on va revenir sur tout ça. Bonjour Gwendoline Delbos-Corfield. Bonjour. Voilà. Désolée si j'ai écorché un peu votre nom. Euh, je me tiendrai à ne pas le faire sur la suite de cette émission. Donc pour se lancer dans cette discussion, je voudrais que nous écoutions Emmanuel Macron. C'était le 5 mars dernier. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. Celles-ci n'iraient pas se battre aujourd'hui, elles n'iraient pas se battre sur la ligne de front, mais elles seraient là, au contraire, une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect.
Voilà, Emmanuel Macron, le 5 mars dernier, alors ce discours, il l'a reproduit à de nombreuses reprises, notamment le 18 mars depuis la base militaire de Luxeuil, en réitérant ce message très guerrier. Alors, le problème peut-être, c'est que ce discours, il a l'air de fonctionner. Plusieurs sondages ont été publiés, donc les sondages, voilà, même si on les prend avec des pincettes, sont quand même des indices de ce qui peut parvenir et ce qui peut infuser dans les opinions. Un sondage de Doxa de la semaine dernière montrait par exemple que 72% des Français et des Françaises considèrent que la guerre en Ukraine est un risque important pour le monde. Et près de 60% d'entre eux et elles considèrent également que Emmanuel Macron n'exagère pas la menace russe. Alors peut-être d'abord vous, Gwendoline Delbos-Corfield, est-ce que pour vous, on va peut-être évacuer un peu cette question dès le départ, cette menace russe est crédible? Est-ce qu'elle est légitime? Et est-ce que, au-delà du discours, Emmanuel Macron a, entre guillemets, raison de s'inquiéter de cette menace? Oui, enfin pour moi, elle est extrêmement crédible. Elle est évidemment, nous la percevons de très très loin en France, et il y a peu de chances que demain il y ait des Russes qui rentrent quelque part sur la frontière française. En revanche, pour ce qui concerne des pays comme la Finlande, la Lituanie, la Lettonie, voilà, elle est plus que crédible. Elle est à leur porte, et elle a déjà été à leur porte il y a longtemps. Elle y revient régulièrement. Il faut avoir travaillé avec des Lituaniens, des Lettoniens pour savoir l'inquiétude réelle qui est la leur. Donc oui, elle est crédible. Et elle n'est pas crédible depuis quelques jours. Elle est crédible. Voilà, c'est une menace qui existe depuis longtemps. C'est une menace qui n'a pas été prise au sérieux depuis très longtemps, et notre part de responsabilité de nos États est immense. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé avec l'Ukraine, on les a laissés rentrer avant ailleurs, on les a laissés bousiller la Tchétchénie et d'autres pays, on les a laissés armer des autocrates déjà dans un certain nombre de pays par là-bas. Et par ailleurs, on a évidemment acheté leur gaz, leur pétrole, etc., etc. On a fait des alliances continuelles avec Poutine et les oligarques russes depuis déjà un certain temps. Donc, c'est même un peu tardif comme prise en compte de la situation. Mathieu Rigouste, comment vous appréciez cette menace? Comment est-ce que vous l'interprétez, on va dire? Bon, moi, je travaille pas directement sur ça, alors j'écoute ce que disent à la fois des franges de la résistance ukrainienne, et puis j'essaye de lire les chercheuses et les chercheurs critiques sur ce sujet-là. Je me range effectivement dans le camp de celles et ceux qui considèrent qu'il y a un impérialisme russe qui est structuré économiquement, politiquement, et qui effectivement est responsable d'une mécanique de guerre en Ukraine, d'invasion, d'occupation, de violence extrême. Voilà. Après, je crois qu'il faut le remettre dans une analyse globale où cet impérialisme rival se confronte à l'impérialisme occidental, dans lequel la France joue un rôle important, et même s'il est en déclin, où l'impérialisme états-unien reste hégémonique. Et de ce point de vue-là, le discours guerrier de cet impérialisme français, qui serait censé nous protéger, alors qu'il est lui-même le vecteur d'occupation, d'opérations néocoloniales en Afrique. Il est lui-même le vecteur de protection de situations coloniales en Kanaki, par exemple, ou dans les 10 outre-mer, qu'il assure un système de pillage, etc. Bon, là, je pense qu'en remettant ces choses-là à leur place, on voit bien que ça sert un autre discours, et un discours qui est celui à la fois d'une mystification, d'une justification, d'une puissance capitaliste, dont, comme d'autres, l'industrie militaro-sécuritaire occupe une place centrale dans la régénération des taux de profit, et dans le positionnement dans l'ordre international. On va y revenir justement à cette question de savoir si on répond par un impérialisme à un impérialisme par un autre. Mais à l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes jeudi, et il va y avoir un nouveau Conseil européen qui va décider et orienter les pays membres de l'Union européenne sur leurs dépenses, pour leur permettre de dépenser toujours plus pour leur défense, puisque même si les crédits sont votés, peuvent être votés au niveau européen, ce sont bien les nations qui décident de ce qu'elles font de ces crédits. Donc il y a quand même quelque chose là qui est en train de s'accélérer. Alors,
Gwendoline Delbos-Corfield, vous avez été députée européenne. Est-ce que pour vous, au niveau du Parlement européen, on peut s'inquiéter aussi du fait que les questions de défense et cette crainte, cette peur de la guerre qui est légitime, crédible, en tout cas cette crainte de la menace russe, pour reprendre les termes employés, va dicter la politique européenne à partir de maintenant? Ou est-ce qu'il existe quand même dans les rouages de cette institution européenne des contre-pouvoirs qui permettent quand même d'espérer qu'on n'oublie pas complètement les questions écologiques, les services publics, enfin tout ce pourquoi le projet européen existe par ailleurs? Je voudrais poser les choses très clairement, hein. Si j'étais députée européenne aujourd'hui, je voterais pour le plan Réarmer l'Europe, je voterais pour qu'on travaille mieux notre défense et une défense unie. Je suis une fédéraliste européenne convaincue depuis longtemps qu'il faut une défense européenne et pas de l'argent dépensé dans différents systèmes et qui n'est pas uni. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, les différents pays dépensent plus que la Russie sur ces questions-là et pourtant, on n'arrive pas à se battre suffisamment bien. Donc, on a d'abord un gros travail de mutualisation, de coordination à faire au niveau européen. Et moi, j'aimerais penser demain, effectivement, une Europe qui sait se défendre de manière unie et pas certains États plus forts que d'autres et certains États qui prennent les décisions pour d'autres, etc. Mais donc, je voudrais quand même être très claire sur le fait que j'aurais probablement voté un certain nombre de choses. Mais par contre, effectivement, ce qui est terrifiant, c'est que c'est fait sans logique du tout, donc au détriment effectivement d'un certain nombre de choix environnementaux et notamment avec un retour en arrière sur 5 années de lois écologistes assez fortes. Surtout que c'est fait sans penser, encore une fois, des manières de prendre des décisions démocratiques au niveau européen intéressant à travers les parlements, à travers les peuples. On est sur des conseils c'est toujours pareil, c'est les États qui, souvent par le chantage, vont obtenir des uns et des autres des choses. Voilà, on obtient de la Hongrie de temps en temps, par exemple, des votes qui conviennent, mais tout ça, c'est du deal entre chefs d'État. Donc, on a un problème démocratique d'Union européenne depuis longtemps. Et donc, ça, non, aujourd'hui, ça se fait au détriment des questions environnementales, ça se fait au détriment d'un certain nombre de questions démocratiques, et ça se fait surtout dans un contexte où les majorités sont des majorités de droite et d'extrême droite. Voilà, hein, c'est aujourd'hui au Parlement européen, les dernières élections européennes ont amené énormément de députés européens d'extrême droite, en France notamment, hein, on a été le plus gros pourvoyeur de députés d'extrême droite, la France, mais dans un certain nombre de pays. Et donc, ça se fait pas du tout en pensant qu'est-ce que c'est voilà, comment on assure le futur en termes de liberté, comment on assure le futur en termes de démocratie, comment on travaille tout ça et comment on ne met pas en même temps en danger notre planète et nos hommes. Donc, elle est là, la problématique. Justement, puisque vous parlez de l'extrême droite, la transition est toute trouvée, puisqu'en parlant de la menace russe, il y a disons, il y a peut-être deux volets pour simplifier à cette crainte de la guerre, celle de la guerre tout court, hein, c'est-à-dire la manière dont elle peut dévaster complètement un territoire et les personnes qui y habitent, mais aussi peut-être une menace davantage politique, qui est celle d'un impérialisme russe qui viendrait contaminer ou infecter, j'emploie ces mots à dessein, puisqu'ils font aussi référence à une période historique où cette terminologie avait cours, mais l'idée que les extrêmes droites européennes seraient des chevaux de Troie de l'impérialisme russe, qui n'aurait pour autre objectif que de déstabiliser profondément les pays membres de l'Union européenne. Est-ce que pour vous, cette crainte-là, Gwendoline Delbos-Corfield, elle est aujourd'hui amplifiée? Et en tout cas, est-ce que cette menace, elle est, disons, plus réelle qu'elle ne pouvait l'être avant, disons, pour faire simple, cette nouvelle donne internationale dont on essaiera de savoir si elle est si nouvelle que ça? Non, je dirais pas ça. Je dirais que à la limite, il y a même une espèce de supra réserve aujourd'hui par rapport à la Russie. C'est de manière beaucoup plus globale qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, dans toutes les institutions, notamment au Parlement, mais aussi à travers les chefs d'État, hein. On a quand même autour de la table des chefs d'État, Mélanie en Italie. Voilà, on a Viktor Orban, on a un président slovène qui est aussi très grave. Enfin, on a un certain nombre de chefs d'État qui sont des chefs d'État
de droite, extrême droite, droite conservatrice, droite autoritaire. Donc, de manière générale, on se retrouve dans un moment où les valeurs, une partie des valeurs de l'Union européenne, ça, on sait très bien, on peut critiquer l'aspect, c'était d'abord un projet économique, etc. Mais enfin, il y avait quand même un certain nombre de valeurs. Il y avait notamment des valeurs dans ceux qui ont pensé l'Union européenne, les premiers qui ont pensé l'Union européenne et qui ont pensé tous ces peuples qui travaillent ensemble. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, elles sont défaites, mais pas du tout que par la Russie. L'autoritarisme, les pensées autoritaristes, anti-liberté, mais aussi simplement anti-solidarité, et puis hiérarchisation des races, hiérarchisation des peuples, etc. C'est pas du tout aujourd'hui que la menace russe. Bon, d'abord c'est la menace américaine, mais c'est aussi des idées qui viennent de l'Union européenne elle-même, d'un certain nombre de gens. Donc je dirais même qu'aujourd'hui, souvent, par exemple, il y a un certain nombre de lois qui sont votées au niveau de l'Union européenne qui sont très problématiques contre l'ingérence étrangère parce qu'on crie à la Russie et à la Chine, ce qui va souvent empêcher le monde associatif démocratique de l'Union européenne de pouvoir travailler de manière concrète et raisonnable à cause de toute cette espèce de fantasme autour de l'interférence russe. Donc il y a même eu un gros truc à propos de l'interférence russe qui a existé, qui existe toujours, mais qui est presque, on se défend mieux contre aujourd'hui finalement, parce qu'on a pris en compte, on l'a enfin entendu. Mais aujourd'hui, les vrais risques contre la démocratie viennent de l'intérieur au fond, et elles viennent même d'États qui ne sont pas, de chefs d'État qui ne sont pas des chefs d'État d'extrême droite autoritaire. Aujourd'hui, un pays comme la France, pour moi, est un pays qui a depuis longtemps abandonné un certain nombre de réflexes démocratiques et libertaires, et c'est le cas d'un certain nombre d'États. Donc aujourd'hui, les menaces, elles viennent de l'intérieur tout autant qu'elles viennent de l'extérieur. Mathieu Rigouste, je vous demandais, enfin, j'évoquais tout à l'heure l'idée d'une nouvelle donne internationale en y mettant des guillemets. Est-ce que dans le champ de cette rhétorique justement guerrière sur laquelle j'aimerais revenir un peu, parce elle fonctionne ou en tout cas elle performe, est-ce que de votre point de vue, cette nouvelle donne est si nouvelle que ça? Bon, comme un peu tout le temps en sciences sociales, il faut à la fois penser à travers le temps long et aussi la conjoncture. Alors oui, on peut penser les deux. Il y a effectivement une rupture, évidemment, dans la reconfiguration des rapports entre la Russie et les États-Unis, même si il y a des choses qu'on voyait bien venir, quoi. Après, si on le prend sur le temps plus long, il y a des choses qui sont pas nouvelles, hein. Moi, j'ai l'impression que, bon, là, il y a des choses qui ont été dites, mais qui vont pas jusqu'à aller chercher les structures qui expliquent tout ça. C'est-à-dire que euh, ce qui se passe en Russie, le processus de fascisation qui se passe en Russie, d'une certaine manière, on peut le comparer à celui qui se passe en Europe et en Occident aussi. Et ce processus-là, il a été conduit par l'alternance de fractions de droite et de gauche social-démocrate à la tête de la gestion capitaliste du quotidien. C'est passé par les lois sur les frontières, des lois raciales, la surveillance, le contrôle des strates dites musulmanes des classes populaires, l'écrasement des classes populaires à travers les politiques d'enfermement, de prison, de répression des mouvements sociaux, etc., à travers des politiques néocoloniales. Tout ça, c'est un processus de néofascisation euh, qui est, euh, qui est propre, hein, lui aussi à l'histoire européenne et sur plusieurs siècles. Et du coup, Mais on a un justement, mécanisme. Mathieu Rigous, est-ce que ce processus, il est facilité par des discours guerriers? Puisqu'on se souvient qu'en France, il y a eu la guerre contre le Covid, il y a eu la guerre contre le terrorisme. Enfin, disons que des guerres symboliques ou non, il y en a quand même un certain nombre depuis un certain nombre d'années. Où est-ce que vous mettez les jalons justement de tout ça? Il y a un discours qui accompagne ça, mais du coup, juste pour terminer ce que je voulais dire, enfin, ce que je veux dire, c'est que les structures économiques, politiques et sociales qui produisent la fascisation en Russie sont à peu près les mêmes que celles qui produisent la fascisation ici. Et pour dire que euh, le phénomène néofasciste russe et le phénomène néofasciste européen sont les conséquences d'un même système économique, politique, social globalisé. Et c'est ce qu'on voit bien dans le fait que bon, ça a été dit, hein, qu'il y a une intégration économique et politique de la Russie et des États européens sur les mêmes marchés, sur les mêmes, bon, que ce soit par exemple le marché du gaz ou simplement des fournitures d'armes aussi, hein. L'ONG Disclose a montré qu'il y avait directement ou indirectement des éléments
conçus, vendus par Thales, Safran, ST Microélectronique qui arrivaient dans l'armement russe. Donc tout ça fait partie d'un même système et du coup il y a une course aux armements de chaque côté qui produit la guerre. C'est pas juste l'un ou l'un de ces acteurs. Il y a une coproduction d'une course aux armements et du coup de la guerre par ces structures économiques, sociales et politiques. Et par-dessus ça, du coup, il y a des discours guerriers. Mais ces discours guerriers, il faut aller voir après à quoi ils servent. Et effectivement, vous l'avez dit, Macron a déclaré la guerre à tout ce qu'il pouvait, mais il n'est pas le seul. Je veux dire, dans les années 90, Pasqua aussi déclarait la guerre à tout ce qu'il pouvait. Bon, ça, c'est un petit peu c'est une technique de communication, de gestion dans les fractions des classes dirigeantes qui utilisent cette rhétorique-là. Et pour en revenir un peu plus loin, même si je sais qu'on n'a pas énormément le temps pour développer sur ça, mais et le discours de la guerre, hein, et l'économie de la guerre, hein, et la guerre comme système enfin, et la guerre a servi de système de propulsion et de régénération du capitalisme depuis l'origine et tout au long de son histoire. Et dans cette histoire-là, l'Europe et la France ont joué un rôle central, leur guerre aussi. Et donc il faudrait pas, je pense qu'on n'en sortira pas si on n'essaye pas de voir quelles sont les structures qu'il y a derrière ça. Et ces structures, elles sont largement similaires de chaque côté. Vous défendez une idée aussi qui est très fertile, je trouve, c'est l'idée aussi que il n'y a pas de nouvelle donne puisque on serait pas passé d'un état de paix à un état de guerre ou en tout cas on n'alternerait pas aussi drastiquement entre les deux, mais que tout ça fait partie d'un continuum. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là? Oui, bah, et alors du coup, il y a quand même une nouveauté, mais la thèse que je défends, c'est que la modernité du capitalisme racial et patriarcal s'est structurée à travers la guerre dans les périphéries à toutes les époques. C'est-à-dire que la forme de cette modernité, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, qu'on aurait appelé le tiers-monde à d'autres moments, dans les situations coloniales, ça a toujours été la guerre. Il n'y a jamais eu cette séparation entre le militaire et le policier, le temps de paix, le temps de guerre, l'intérieur et l'extérieur dans les situations coloniales. Ces séparations-là, elles ont existé que dans les centres des sociétés dominantes, dans les centres impérialistes. Et c'est effectivement ça qui est en train de bouger en ce moment. C'est-à-dire que le phénomène guerrier, qui avait été séparé du maintien de l'ordre, entre guillemets, policier, pour simplement une partie de la population dans les centres, hein, c'est-à-dire les strates dont les corps sont considérés comme insacrifiables des classes populaires ou des classes moyennes, parce que pour le dire encore une fois, pour les strates racisées du prolétariat, pour les prisonniers, pour les exilés, euh, bah, là, la séparation entre la guerre, le contrôle, la surveillance, la répression, elle est très indistincte. Et donc, il y a effectivement une avancée, une extension des domaines des colonialités et du phénomène guerrier qui touche des groupes sociaux qui jusqu'ici n'étaient plus touchés. Mais à certaines époques, encore une fois, parce que même les strates, pour le dire clairement, la classe moyenne blanche ou les strates blanches du mouvement ouvrier, quand elles adoptent des formes de lutte offensives et ingouvernables, là encore une fois, à chaque fois, les États-nations déploient contre elles des formes de guerre policière qui, encore une fois, cessent de distinguer la guerre et la paix. Et donc voilà, je crois que sur le temps long, c'est ce qu'il faut comprendre. La modernité capitaliste, c'est la guerre, c'est la guerre structurelle et systémique pour l'immense majorité de la planète. Et ce qui se passe en ce moment, c'est un élargissement de ce phénomène guerrier et des colonialités à une partie de la population qui jusqu'ici n'était pas touchée ou menacée. Gwendoline Delbos-Corfield, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de développer Mathieu Rigouste? Oui, bon, alors les phénomènes sont les mêmes, les résultats sont pas exactement les mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une oppression et une suppression de droits en Russie donc on est à des degrés différents. Mais les systèmes sous-jacents et les phénomènes, effectivement, je peux concourir. Euh, Surtout, moi, ce qui me semble surtout problématique depuis très longtemps, et c'est pas neuf, c'est que
la réaction première aujourd'hui des États et des dirigeants et effectivement des classes supérieures par la peur, c'est celle d'éliminer de plus en plus de liberté, de démocratie et de permettre de moins en moins d'accès à la majorité des gens à un certain nombre de choses. Ça a été en France les attentats terroristes qui ont été un premier grand moment de changement dans nos lois. Et encore une fois, on était déjà pas exemplaires en termes de liberté et de démocratie en France. On a cette image qu'on est le pays des droits de l'homme. Quand on regarde les constitutions des autres pays et quand on regarde les systèmes parlementaires et les droits et libertés dans un certain nombre d'autres pays, on se rend compte assez vite que la France n'a jamais été un grand pays de démocratie et de droits et libertés. C'est depuis longtemps un régime présidentiel et c'est depuis longtemps un pays où la police est très forte et un certain nombre de droits ne sont pas si protégés que ça. Mais c'est vrai qu'avec les attaques terroristes, on a eu une première attaque des droits en France et on en a eu après avec les Gilets jaunes et on n'arrête pas d'avoir des attaques contre les droits et les libertés. C'est pas le cas seulement en France. Ça fait un certain nombre d'années que c'est le cas. Monsieur l'a cité, la Grande-Bretagne, qui est qui a été très longtemps un État policier très inquiétant. Il y a la question de la surveillance, etc. Donc, à chaque fois, effectivement, le premier réflexe de nos dirigeants, de nos classes supérieures, c'est effectivement de se dire j'ai peur des masses, j'ai peur des majorités et je vais réprimer les droits et les libertés sous prétexte qu'il y a un danger. Effectivement, il y a une guerre contre quelque chose, comme vous disiez, le mot est assez facilement utilisé de manière symbolique, parfois seulement et parfois parce qu'il y a des vrais risques de guerre, mais voilà. Et effectivement, il y a de toute manière à la base de tout ça des injustices raciales depuis toujours. Et nos pays sont restés des pays colonialistes qui n'ont pas fait leur travail de décolonisation dans les esprits, qui fait qu'effectivement, on a depuis le début, par exemple, pas traité la menace russe en Palestine, en Ukraine, de la même manière qu'on a traité la menace pour les Palestiniens et la situation à Gaza. Et évidemment que on est moins libre et on a moins de démocratie dans n'importe quel pays de l'Union européenne quand on n'est pas de couleur blanche. C'est évident. Je veux dire ça, effectivement, il y a des systèmes sous-jacents qui sont encore extrêmement fortement en place. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment à chaque fois, dès qu'il y a un petit risque ou une menace, quel que soit le type de risque ou de menace, la première des obsessions, ça va être de surveiller, d'encadrer, d'organiser, de monitorer au risque, au détriment de nos libertés et de nos démocraties. On va y revenir justement à cette coercition qui passe aussi par l'emploi de la législation et donc la réforme du droit. Je vous propose de faire un petit détour par le Parlement européen à nouveau. C'était le 26 février dernier. Il s'agit de Marc Botenga, que vous allez entendre. Il est député du PTB, le Parti des travailleurs belges. 800 milliards, non pas pour augmenter les salaires des Européens, pour augmenter les pensions, ni pour garantir des soins de santé de qualité à tous les Européens sans liste d'attente, ni même pour avoir des bus ou des trains dans chaque ville, chaque village, de manière ponctuelle. Non, vous voilà épris de la folie guerrière. Félicitations, mais parlons vrai. Nous dépensons aujourd'hui déjà 2 à 3 fois plus que la Russie pour la guerre. Selon la presse allemande, ça nous fait actuellement 4 fois plus de navires de guerre que la Russie, 3 fois plus de chars de combat et d'artillerie et 2 fois plus d'avions de chasse. Tandis que la Russie n'arrive heureusement pas à conquérir même un quart de l'Ukraine. Donc avant que les Russes ne déboulent sur la grande place de Bruxelles, il en faut, oui, vous voulez pas l'entendre, c'est pas grave, c'est les faits, vous préférez l'idéologie. Mais arrêtez votre cinéma. Pour tous ceux ici qui veulent plus d'armes, plus de soldats, vous allez y envoyer vos enfants à vous? C'est ça ce que vous allez faire? Non, ce seront encore les enfants de la classe ouvrière qui devront mourir. Nous l'accepterons pas. Nous devons coordonner plus, pas dépenser plus et investir finalement dans la diplomatie. Voilà, c'était le député Marc Botenga du Parti travailleur belge qui, le doigt pointé sur ses collègues du Parlement européen, souligne ici quelque chose qui est aussi un élément important lorsqu'on parle de liberté à la fois individuelle mais également collective. C'est celle de la privation de moyens des services publics qui permettent aussi l'exercice concret de certains droits, notamment parmi de nombreux autres, il y a le droit à l'avortement ou celui à pouvoir accoucher en toute sécurité. Je sais que Gwendoline Delbos-Corfield, c'est un sujet que vous avez porté par ailleurs. Alors, est-ce que là, il y a aussi
un enjeu, c'est-à-dire de porter, de défendre en fait le fait que quand on se laisse, disons, pas enfumer, mais bon, un petit peu quand même, par des discours militaristes ou bien qui ne mettent l'accent que sur la défense nationale, on en oublie qu'en fait, la question des services publics, c'est aussi une question de droit et de liberté. Et comment est-ce qu'on peut défendre efficacement cette question au sein des institutions qui sont quand même un lieu où bah, tout ceci se décide et arrive finalement aussi jusqu'aux citoyennes et aux citoyens. Je vais quand même tout de suite mettre un bémol important, c'est que la problématique de quelqu'un comme Marbotega et du PTB et d'un certain nombre de partis qui appartiennent à la gauche européenne, c'est qu'il y a quand même une espèce de paradoxe, il me semble, parce que ce sont des souverainistes et que on a tout à fait le droit d'être souverainiste et pas fédéraliste comme moi, mais on ne peut pas d'un côté demander à l'Union européenne de s'occuper de secteurs dont c'est partis politiques ne veulent pas que l'Union européenne s'occupe, c'est-à-dire qu'ils veulent que ça reste des choses d'État, et par ailleurs, ils ont raison. Je pense qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de dossiers sociaux, on ne peut pas faire une Europe sociale actuellement, parce que c'est une Europe qui se ferait beaucoup au détriment de nos droits, par exemple en France. Hein, je veux dire, le système de répartition des retraites néerlandais est un système absolument atroce, qui fonctionne pour les Pays-Bas seulement, parce que justement, ils sont les seuls à le faire, qui passent par de l'argent mis dans des pensions et du privé, et on n'en veut pas. Donc, voilà, la problématique, c'est que on ne peut pas simplifier les choses en disant l'argent de l'Union européenne devrait faire ça, alors que ça n'est pas dans ses compétences, et notamment les services publics, ça n'est pas une compétence de l'Union européenne. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, moi, je ne souhaite pas être pris au piège du débat. Faut-il complètement ignorer qu'on va rentrer dans un processus d'un monde qui a plus de menaces en termes de guerre réelle, et le débat de les démocraties peuvent exister, les services publics peuvent exister, l'économie peut être plus juste et régulée, etc. J'avais choisi cet extrait à dessein, puisqu'il y a aussi parfois beaucoup de confusion sur le périmètre d'action des différentes institutions. Donc, on va descendre d'un cran, on va dire, pour arriver au niveau national, c'est-à-dire en France, où actuellement des lois sont débattues au Parlement. Alors, il y en a certaines qui ne sont plus débattues, notamment il y a quelques semaines, 2 semaines exactement, une proposition de loi sur la vidéosurveillance algorithmique a été disons, prolongée, son expérimentation a été prolongée jusqu'en 2027. Donc ça, c'est voilà, des choses qui passent un petit peu sous le boisseau. Et puis là, en ce moment, je le disais en introduction, il y a une loi qui s'appelle la loi narcotrafic qui arrive au Parlement et qui est discutée, qui pose quand même un certain nombre de problèmes en termes de respect des droits et libertés. Est-ce que ce genre de choses, enfin ce genre de lois et de débats peuvent vous inquiéter justement, voilà, dans le contexte de toute cette rhétorique guerrière et militaire qui a cours en ce moment, Gwendoline Delbos-Corfield? Elle m'inquiète qui est ce discours guerrier ou pas. Je voudrais vraiment insister sur le fait que je pense qu'il y a un leurre dans un certain nombre de la tête des gens de français, qui est que la France serait un grand pays de liberté. Ça n'est pas vrai depuis un certain nombre d'années. J'ai été très lasse et j'ai même été très inquiète en fait dans mes premières années de rapportrice. Donc j'étais rapportrice pour le Parlement européen sur la situation en Hongrie, qui est un État dont on a considéré qu'il n'était plus complètement une démocratie. Hein. Le Parlement européen, nous avons avec mon rapport, fait voter avec une large majorité le fait que la Hongrie n'est plus considérée aujourd'hui comme une démocratie, mais ce qu'on appelle un système hybride qui est entre autocratie et démocratie. Et souvent, avant ce rapport et après ce rapport, du plus haut niveau, c'est-à-dire vraiment du diplomate au grand homme politique, etc., jusqu'à une personne dans la rue, le nombre de fois où on m'a dit, mais nous, ça ne peut pas nous arriver en France, parce que nous, on est le pays des droits de l'homme. Puis nous, on a compris la démocratie. Vous comprenez, en Hongrie, ils n'avaient pas bien compris. Puis ça fait pas longtemps qu'ils avaient la démocratie en plus. Hein. Je veux dire, ils étaient sous le joug soviétique, tout ça, donc ils savaient pas trop. Mais nous, nous, on est 400 ans de démocratie, quoi. Je veux dire, fou. Et du coup, Et j'étais quand même choquée c'est par vrai ça. que Donc, j'ai commandité un rapport à des chercheurs, Laurent Pech, Sébastien Platon et un certain nombre d'autres, pour montrer, et ils l'ont très bien montré, hein, moi, j'ai rien fait, c'est eux qu'on fait, ils ont très bien montré que un certain nombre de nos lois de base et dans notre constitution, encore une fois dans notre système 5e République, etc., mais ensuite un certain nombre de lois qui ont été prises ces 20 dernières années
encore une fois aussi sous des gouvernements socialistes comme sous des gouvernements plus à droite, largement plus à droite comme celui de Macron, n'ont fait que aggraver cette situation. Et ça fait longtemps qu'on avait déjà un système de surveillance extrêmement fort en France, on avait déjà un problème sur la détention, on a un problème évidemment policier, etc., etc. Depuis, en plus, là, on a encore aggravé les choses. Et cette loi narcotrafic, elle est juste dans la lignée de ça. Et donc, en fait, il n'y a pas besoin de discours guerrier ou pas. C'est qu'aujourd'hui, en France, on a un problème avec nos libertés. On est devenu un pays de plus en plus liberticide, avec l'assentiment d'un grand nombre de gens de l'élite qui pensent qu'il y a toujours une bonne raison pour que effectivement on surveille, on monitore, etc. Donc vraiment, encore une fois, pour moi, les deux sont distincts. Je pense que la France, avec ce président, mais aussi avec cette société, aurait de toute manière suivi ce chemin-là. Il y a une incapacité aujourd'hui à comprendre qu'on a mis nos droits et nos libertés en France de manière très en danger, de manière très, très, très forte. On n'arrive pas à le prendre en considération. Et je finirai là-dessus, et les dernières choses, les dernières attaques les plus fortes, là, avec le narcotrafic, il y a encore, voilà, cette loi narcotrafic, va y encore y avoir un ajout sur la surveillance, etc., etc. Mais surtout, il y a surtout une attaque sur le monde associatif et sur les libertés associatives durant les dernières années, en utilisant la question des gilets jaunes, mais aussi en utilisant cette phrase terrible d'écoterrorisme, etc. Ça fait un certain nombre de temps que les associations sont soumises à des règles qui sont des règles liberticides et qui empêchent une vraie pratique associative en France et donc une vraie société civile forte de résistance, de contre-pouvoir qui peut se défendre contre ces lois de plus en plus liberticides. Mathieu Rigouste, est-ce que vous voulez réagir à ça, justement, sur cette croyance que nous vivons dans un pays de droit et de liberté et que ces droits et libertés sont respectés, que la police ne commet pas de violence policière et que, bien sûr, évidemment, toute violence policière sera sanctionnée. Enfin, voilà. Ce qui vient aussi avec un certain corollaire idéologique. Oui, plusieurs choses. Je pense il faut pousser la réflexion là qui vient d'être développée encore plus loin parce que si la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple, je vois pas quand est-ce que ça a existé en France ou dans les États-nations contemporains. Donc même le discours de la démocratie et les libertés civiles qui auraient disparu. Alors certains disent il y a 20 ans, d'autres il y a 40, d'autres il y a 60. Mais en fait, des fois, je propose ce petit jeu dans des interventions de nous dire c'était quand en fait que la classe ouvrière, que les classes populaires n'étaient pas surveillées, réprimées, euh, etc. Euh, donc plutôt ça s'inscrit encore une fois dans des structures qui sont celles du capitalisme et de l'État-nation, c'est-à-dire il y a une société de classe et la classe qui domine utilise les institutions de la surveillance, du contrôle, de l'enfermement, de la police et de la guerre euh, pour rester en place. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe avec cette loi là sur le narcotrafic et comme toutes les enfin c'est très largement documenté maintenant, hein, tous les dispositifs de guerre à la drogue aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, donc pour les États-Unis dès les années 70, on a toujours vu que ce que ça impliquait, c'était plutôt un renforcement de campagnes militaro-policières, d'occupation et de harcèlement et de ségrégation dans les quartiers populaires, de massification carcérale et d'un système carcérale qui est profondément raciale aussi, hein, parce que c'est les strates racisées des classes populaires qui sont enfermées, dont les vies sont écrasées dans les prisons. Bon, il y a une sorte de programmation de cette dynamique-là dans la reproduction du capitalisme lui-même, où la forme contemporaine du capitalisme investit énormément, met au centre la question de la surveillance, du contrôle et de la guerre. Et de ce point de vue-là, elle se saisit de n'importe quelle situation de manière opportuniste, comme dit la théoricienne états-unienne Naomi Klein, d'une stratégie du choc, c'est-à-dire n'importe quelle situation peut être saisie pour développer une nouvelle loi qui était déjà dans les tiroirs, hein. Celle-ci, comme la loi sécurité globale, etc., elles sont préparées en amont par des instituts et par les états-majors aussi, hein, à la fois de l'armée, de la police, mais des industries. Et je dirais que la question là finalement, c'est la facette intérieure de la même situation qui se passe au niveau de l'économie de guerre en ce moment. Il y a un complexe militaro-industriel qui, avec ses extensions politiques et diplomatiques, se saisit de la situation de reconfiguration entre les États-Unis et la Russie pour investir de manière encore plus euh,
puissantes dans le capital militaro-sécuritaire et faire avancer des lois à l'intérieur qui servent, là encore une fois, les intérêts économiques de ces industries-là et les intérêts politiques de la classe dirigeante. Justement, ça c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous êtes j'allais dire presque un habitué du salon Millipol, qui est le salon qui se tient tous les ans sur enfin, c'est un salon de l'industrie de la sécurité et de la défense. Justement, vous qui allez souvent vous côtoyez un peu ce monde-là à des fins d'information. Et comment est-ce que vous voyez ces industries-là anticiper justement ces opportunités? Parce que ces industries, elles existent et puis elles font du business en temps de paix, en temps de guerre. Enfin, bon, elles font du business tout le temps. Comment elles se préparent justement à ces moments d'opportunité est-ce qu'elles ont aussi des leviers d'influence sur les décisions qui sont prises au niveau politique? Eh oui, oui, complètement. Alors bon, elles ont des bureaux de recherche et développement. Elles investissent énormément dans justement surveiller un peu tout ce qui se passe et qui pourrait être saisi comme un secteur d'innovation, de production de nouvelles marchandises. Et elles le font au quotidien, toute l'année, plus qu'en contact avec l'État. Elles le font en collaboration directe avec l'État. Et c'est ça qu'on nomme complexe militaro-industriel. Et je vais vous donner quelques exemples où on le voit très clairement. En fait, y a un aspect corruption, rétrocommission, etc. Mais en fait, quand on regarde la structure même de l'organisation de l'industrie militaire et de sa collaboration avec l'État, on est au-delà. Enfin, ou alors, le terme corruption veut plus dire grand-chose, si ce n'est que l'ensemble du système est est un système de corruption. Mais l'exemple clair. Millipol, donc Salon mondial de la sécurité intérieure des États, est organisé sous l'égide du ministère de l'Intérieur avec de l'argent public, tout cet argent public qui, soi-disant, est plus disponible pour la santé, pour l'éducation, etc., où on organise du coup une grande foire internationale pour tous les marchands d'armes et de sécurité, de surveillance du monde entier, enfin, en tout cas ceux que la France veut bien inviter, qui permet aussi de mettre en avant les industries françaises à la tête de Millipol, donc à côté du ministère de l'Intérieur, eh ben, il y a les grands industriels de défense et de sécurité, comme ils disent, plutôt de la guerre et du contrôle, comme Atos, Thales, Safran, etc., Idemia. Et à la tête de ces industries-là, en fait, on retrouve encore une fois déjà assez souvent des anciens préfets qui pantouflent et puis qui reviennent régulièrement dans des tâches à travailler pour l'État et puis repassent dans le privé. Et en fait, quand on dit dans le privé, même ça, c'est assez compliqué de distinguer parce que la plupart de ces grandes industries, l'État est au capital de ces industries-là, souvent autour de 20%, des fois 30%, des fois 50%. C'est-à-dire que c'est des industries qui sont à la fois du secteur privé et à la fois pilotées par l'État et qui consomment énormément d'argent public. Et ça vaut pour la plupart des États-nations. Hein. Les industries militaires, aux États-Unis, c'est pareil, ne pourraient pas dégager des taux de profit aussi hallucinants s'ils n'étaient pas, si leurs coûts et dépenses n'étaient pas assumés par tout l'argent public qui, soi-disant, n'existe plus pour les besoins quotidiens des classes populaires. Mais du coup, est-ce que ce complexe militaro-industriel, qui, rappelons-le, hein, parce que c'est pas étranger à notre sujet, qui sont les libertés individuelles et collectives, fabrique des systèmes de surveillance qui entravent gravement ces susdites libertés, est-ce qu'elles ont finalement besoin de la guerre? Parce que on pourrait se dire que finalement, business is business, ils font déjà bien assez de business comme ça. Est-ce que finalement, ça change quoi que ce soit, cette rhétorique guerrière qui a cours en ce moment? Bah oui, oui, ça permet de continuer dans ce sens-là. Après, le capitalisme, c'est un système d'accumulation maximale, c'est-à-dire qu'il est obligé de maintenir ses taux de profit les plus élevés possibles en permanence. Et puis il y a une hubris, il y a un désir d'accumuler de plus en plus. Et ça nécessite d'ouvrir des marchés, de piller, de déposséder, d'exploiter, etc. Et donc il y a une recherche permanente de terrains, de secteurs dans lesquels développer la guerre et le contrôle. Et alors, je le redis si c'était pas encore assez clair, mais je pense que il faut considérer à la fois à travers une historiographie critique, mais aussi à travers de l'enquête en sciences sociales aujourd'hui et même dans nos analyses politiques du quotidien, que
les dispositifs de sécurité font partie d'un grand continuum de guerre et de contrôle. C'est-à-dire que toute l'histoire de la modernité a été produite par des réverbérations incessantes entre périphérie et métropole de ce qui est enfin, de ce qui produit la guerre, hein, de ce qui lui permet de se mettre en œuvre, donc armement, industrie, etc., mais aussi technologie de surveillance, dispositifs d'enfermement, de fichage, de contrôle, de répression, jusque dans les dispositifs de police du quotidien. Tout ceci appartient à la fois à un même système de pouvoir et à un même grand marché qui, alors, a permis l'expansion mondiale du capitalisme au début, qui est devenu une sorte de roue de secours, en tout cas, à chaque crise régulière hein, dans le système d'accumulation, et qui est aujourd'hui, en fait, au cœur hein, de la possibilité de survie de ce système, et qui même constitue, c'est une des thèses que je défends, un logiciel de gouvernement, c'est-à-dire la guerre et le contrôle sont devenus à la fois un marché principal et un programme de gouvernement des peuples. Alors, je voudrais que pour terminer avec les minutes qui nous restent cette émission, on se donne un petit peu d'espoir et puis qu'on discute aussi des leviers qui existent, car ils existent pour combattre toutes ces réalités qu'on vient d'évoquer longuement. Et pour ça, on va regarder un extrait de votre film, Mathieu Rigous, qui s'appelle Champ de bataille. On peut traiter un individu là-bas, hein. Voilà. Et nous, quel rôle jouons-nous dans ce système? Et s'il passe par nous-mêmes, est-il notre ennemi intérieur? Peut-on lutter contre lui avec les mêmes armes, au risque de lui ressembler? La lutte nous transforme, nous change. On ne supporte plus l'injustice. On peut nous voir forts et tout ça, mais on se bat contre nous-mêmes. Lorsqu'on prend la parole, on a l'impression d'être habité, d'être en transe. Au fond de nous, c'est une bataille. Et à un moment donné, on se dit, il est où le sable qui va faire arrêter cette machine, tu vois? Pour comprendre ce qui est à l'œuvre et comment tout ça fonctionne, nous allons enquêter ensemble. Voici une carte des rouages et un plan d'évasion. Alors, Mathieu Rigous, c'est quoi le plan? Bah, le plan, il est à construire par en bas, collectivement. Alors, donc ça, c'est un documentaire qui s'appelle Nous sommes des champs de bataille, qu'on peut retrouver, qui est en ligne, en accès à prix libre sur un site qui a le même nom, hein, nous sommes des champs de bataille.net, et qui est à la fois le fruit d'une investigation dans le business global de la guerre et du contrôle, mais qui est aussi une réflexion avec celles et ceux qui subissent les violences sécuritaires au quotidien, dans leur corps et dans leur parcours de vie. Et d'essayer de voir que, ben, en fait, dans chaque machine de domination, entre chaque rouage, il y a des interstices, il y a des moyens d'enquêter, il y a des moyens de comprendre ce qui est à l'œuvre, il y a des moyens de s'organiser, de résister, de contre-attaquer. Et ça vaut pour tous les systèmes de domination, même les plus absolus, même dans la guerre de haute intensité, sur la plantation esclavagiste, dans le camp de concentration. On a toujours vu les dominés dès qu'ils peuvent, dès qu'ils peuvent reconstituer des formes de ruse, de désobéissance et puis d'organisation collective, voilà, pour faire face. Alors, le fond de tout ça, je crois que c'est aussi ça, c'est se dire que il faut pas se faire avoir par ce grand mythe d'un nous dans lequel il y aurait nos États, il y aurait l'Union européenne, il y aurait etc. En fait, les classes populaires et les classes dominantes font pas partie d'un même nous. On n'a pas les mêmes existences, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes risques face à la guerre. Et du coup, il faut remettre au centre le fait de penser par nous-mêmes et puis nous-mêmes dominés, exploités, opprimés. Alors, à la fois du point de vue de la possibilité d'une émancipation, mais même du point de vue de la guerre, c'est-à-dire la possibilité de se défendre. Je crois qu'il ne faut pas la penser en termes de production industrielle d'armement, que ça participe à la course à la guerre, mais dans des formes d'auto-organisation, d'autodéfense populaire, qui soient, elles, capables de faire face aux phénomènes guerriers, mais aussi à la possibilité d'organiser la vie quotidienne et de subvenir à nos propres besoins par nous-mêmes.
Vous me disiez aussi qu'en présentant le film, vous aviez constaté qu'il y avait aussi un regain de l'antimilitarisme qui, pour l'instant, est balbutiant, mais qui pourrait aussi reprendre un peu plus de force. Euh, je voudrais quand même donner un mot à Gwendoline Delbos-Corfield. Pour vous, est-ce qu'il existe des leviers, alors que ce soit au niveau institutionnel ou pas, d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas que une ancienne députée européenne, hein. Est-ce que pour vous, il existe des leviers, des contre-discours à mettre en place pour voilà, s'opposer et résister à ce mouvement qui, quand même s'il n'est pas nouveau, connaît une réactualisation aujourd'hui? Oui, évidemment. Sinon, ouais, voilà, sinon j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Mais je suis quand même pessimiste actuellement. Et je suis pas du tout d'emblée quelqu'un de pessimiste, mais je suis quand même très très inquiète des mois et des années qui viennent. Je pense encore une fois, hein, je pense là-dessus, on a un désaccord avec Mathieu Rigouste. Hein, c'est que pour moi, il y a quand même des degrés, et je pense qu'il y a des degrés tout simplement dans lesquels j'ai pas envie que mes quatre enfants vivent. Enfin voilà. Et je n'ai jamais nié hein, les difficultés. J'ai été altermondialiste, j'ai été libertaire, tout ça, mais je veux dire, je pense quand même qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie que mes quatre enfants vivent ni dans une Russie, ni d'ailleurs dans les États-Unis d'aujourd'hui, ni en Hongrie, ni dans un certain nombre d'États autoritaires. Donc, je suis très inquiète pour les années qui viennent quand même. Reste que, effectivement, je pense que et dans les mots qu'on a entendus du film, je crois que c'était très bien dit, hein, c'est que en fait, le fait d'agir, le fait de résister, le fait de penser, c'est essentiel et c'est peut-être là le tout. Et voilà, parfois il faut se contenter de ça. Et c'est aussi ce que disait Mathieu sur la capacité de résistance, même dans les pires moments qu'il y a toujours eu de la capacité de résistance. Donc c'est ça hein, auquel il faut s'accrocher. Moi, je suis écolo depuis que j'ai 15 ans et je fais de la politique depuis que j'en ai 30. Et donc en fait, en tant qu'écolo, si on pense qu'on va avoir des résultats, on ne fait pas de politique et puis on n'essaye même pas. Hein, parce que de toute manière, on nous explique tout le temps que c'est pas le moment, qu'on va pas y arriver, que la planète va mourir de toute manière. Donc voilà, moi, je n'ai jamais cherché des résultats. J'ai toujours pensé, ben, on agit et puis voilà, on fait. Reste que j'ai de l'espoir, et ça, voilà, je rejoindrai Mathieu là-dessus, hein, sur la société civile, sur la capacité de résistance, sur les associations. Moi, j'ai vu en Hongrie des gens qui ne se posent pas la question, pourtant ils y restent, ils pourraient partir et qui ne se posent pas la question du résultat qu'ils vont obtenir, qui sont juste là pour agir et qui sont juste là pour se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. On les retrouve en Serbie, on les retrouve, voilà, je les ai vus partout. Donc voilà, je crois beaucoup à ça, je la crois aussi en France à ces gens qui se battent. Je l'ai vu beaucoup quand j'ai été auprès des associations. Ça a été explicité, hein, les lieux de frontières sont des lieux terrifiants en termes et démocratique et de surveillance et de violence policière. Notamment, nous avons des frontières dans cet état-là, notamment à Montgenèvre, à côté de Briançon. Hein, c'est un endroit militarisé 24 heures sur 24. Et là, il y a des tas de gens, des habitants, tout simplement des habitants qui, depuis maintenant des années, défient tout ça, hébergent des migrants, les aident, prennent des risques, voilà, sont dans le froid la nuit, prennent aussi des risques judiciaires, policiers, etc. Donc oui, il y a cette capacité de résistance. Et je suis pas encore complètement, je le dis, j'ai pas abandonné complètement l'idée que et les États et les institutions puissent aussi être des lieux qui performent en termes démocratiques et qui puissent aider les libertés et les démocraties. Donc ça, je l'ai pas complètement abandonné, même si effectivement, 5 années de députée européenne m'ont montré que c'est pas l'intérêt premier d'un certain nombre de parlementaires, c'est pas l'intérêt premier des partis. Mon propre parti ne s'est pas intéressé à toutes ces questions de droit et d'état de droit. Les journalistes ne s'y sont pas intéressés pendant 5 ans à chaque fois qu'on a essayé d'en parler. Donc oui, je suis pas complètement convaincue qu'on va y arriver, mais je reste quand même quelqu'un qui pense que voilà, je ne crois pas complètement à un abandon des États. Merci à vous pour avoir combattu votre pessimisme et surtout à vous deux d'avoir participé à cet échange. Mathieu Rigouste, vous êtes chercheur indépendant en sciences sociales. Vous publiez donc le 18 avril, je le rappelle, à la Fabrique, La guerre globale contre les peuples, mécaniques impériales de l'ordre sécuritaire dont on va reparler. Et merci à vous également, Gwendoline Delbos-Corfield. Vous êtes ancienne députée européenne pour Europe Écologie Les Verts, mais aussi spécialiste de plein d'autres questions dont j'invite les téléspectateurs IS et les auditeurs IS à aller voir ce que vous avez fait.
Merci à vous également de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés aussi pour ce 4e épisode de la 5e saison de Penser les luttes sur votre Freebox, sur Molotov, sur la chaîne YouTube Le Média 24/7 et puis sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous, alors nous c'est Le Média, mais c'est aussi Radio Parleur, laisser des commentaires si vous nous regardez sur YouTube et aussi à nous envoyer par email ces commentaires si vous nous avez regardé à la télévision, c'est toujours précieux pour nous. Et puis, bien sûr, si vous en avez les moyens et la possibilité, les médias indépendants comme Radio Parleur et Le Média fonctionnent grâce à vous. Ils fonctionnent grâce à vos dons, à votre soutien. On ne le répétera jamais assez, mais quand vous en avez les moyens, bien sûr, soutenez notre travail, celui des journalistes indépendants des pouvoirs politiques et des pouvoirs d'argent. Vous allez donc soit sur radioparleur.net/soutenir pour Radio Parleur et puis pour Le Média, c'est lemediatv.fr/soutien. Merci beaucoup et à très vite.